Avez-vous déjà entendu parler d'Albert Speer, l'architecte d'Hitler et l'un des hommes les plus puissants du Troisième Reich? Il n'a pas seulement conçu les monuments grandioses du nazisme, mais il a également joué un rôle clé dans la machine de guerre allemande en utilisant le travail forcé à grande échelle pour alimenter l'industrie militaire. Cependant, contrairement à d'autres dirigeants nazis, Speer a survécu au procès de Nuremberg et a passé le reste de sa vie à tenter de réécrire sa propre histoire. Mais dans quelle mesure ses excuses étaient-elles sincères? S'est-il vraiment repenti ou a-t-il simplement créé un récit commode pour échapper à la potence? Imaginez être au centre de l'un des régimes les plus brutaux de l'histoire, avoir un accès direct à Hitler et influencer le cours d'une guerre qui a détruit des millions de vies. Speer avait du pouvoir, des connaissances et une grande responsabilité, mais après la chute du nazisme, il a fait quelque chose qu'aucun autre membre de la haute hiérarchie n'a fait. Il a avoué sa culpabilité. Pourtant, il y a un problème. De nombreux historiens pensent que sa prétendue rédemption n'était qu'une grande mise en scène. Savait-il ce qui se passait dans les camps de concentration? Connaissait-il les massacres? Était-il au courant des millions de personnes qui ont souffert sous ses ordres? Que faisait-il vraiment dans les derniers jours du Troisième Reich pour tenter de sauver sa peau? Si vous pensez connaître l'histoire du nazisme, préparez-vous à découvrir un côté que peu de gens explorent. Qui était réellement Albert Speer? Un génie de l'architecture, séduit par le pouvoir? Un bureaucrate qui se contentait de suivre des ordres? Ou un criminel de guerre manipulateur qui a réussi à tromper le monde entier? Restez jusqu'à la fin, car cette histoire réserve des retournements impressionnants, et vous pourriez être surpris par la vérité derrière le nazi qui a présenté des excuses. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. D'où venez-vous pour regarder cette vidéo? Laissez votre réponse dans les commentaires. Albert Speer est né le 19 mars 1905 à Mannheim, en Allemagne, dans une famille de classe moyenne supérieure. Dès son jeune âge, il s'est montré intéressé par l'architecture et l'ingénierie, décidant de suivre une carrière dans ce domaine. Il étudia à l'Université technique de Munich, puis à l'Université technique de Berlin, où il entra en contact avec des influences architecturales néoclassiques qui façonneraient son style à l'avenir. En 1931, pendant une période de crise économique et d'instabilité politique en Allemagne, Speer rejoint le parti nazi, initialement sans grandes ambitions politiques. Cependant, son talent pour l'architecture attira l'attention de figures influentes au sein du parti, notamment Adolf Hitler, qui nourrissait une grande passion pour les constructions monumentales. La rencontre entre les deux fut un tournant dans la carrière de Speer, car Hitler y vit un architecte capable de matérialiser sa vision grandiose pour l'avenir du Reich. Dans les années suivantes, Speer monta rapidement dans la hiérarchie nazie. Il fut responsable de la conception de nombreux bâtiments et décors pour les rassemblements du parti à Nuremberg, créant des structures imposantes qui reflétaient l'esthétique autoritaire et grandiose du régime. Son travail gagna en notoriété, et en 1937, il fut nommé inspecteur général de la construction à Berlin, un poste qui lui donna le contrôle d'un vaste budget et de ressources pour transformer la capitale allemande en une ville monumentale appelée Germania. Le projet prévoyait la construction de larges avenues, de bâtiments colossaux et d'un stade pouvant accueillir jusqu'à 400 000 personnes. Bien que beaucoup de ces projets n'aient jamais été réalisés en raison du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, ils illustrent l'ampleur des ambitions et de la grandeur que Hitler et Speer partageaient. Avec l'invasion de la Pologne en 1939 et le début de la Seconde Guerre mondiale, le rôle de Speer dans le gouvernement nazi commença à évoluer. Ses compétences organisationnelles et son talent pour gérer de grands projets firent de lui l'un des hommes de confiance de Hitler. Au-delà de l'architecture, Speer s'impliqua de plus en plus dans les questions liées à la production industrielle et à la logistique de l'effort de guerre allemand. Il contribua à optimiser la construction d'usines, de bases militaires et d'infrastructures de transport, garantissant ainsi que l'Allemagne puisse soutenir son avancée militaire à travers les territoires européens. Après la mort du ministre de l'Armement, Fritz Todt, dans un accident d'avion en février 1942, Hitler nomma Speer pour le remplacer, consolidant ainsi sa position en tant que l'une des figures les plus puissantes du Troisième Reich. En tant que ministre de l'Armement et de la production de guerre, Speer joua un rôle crucial dans le maintien de l'effort de guerre allemand. Il réorganisa l'industrie de l'armement, mettant en place des méthodes de production de masse qui augmentèrent considérablement la fabrication de tanks, d'avions et de munitions, même sous les bombardements alliés constants. Son efficacité fut saluée par de nombreuses personnes au sein du régime et Hitler le considérait fréquemment comme indispensable. Cependant, le succès de Speer eut un coût exorbitant. Pour maintenir les usines en activité à plein régime, il recourut massivement au travail forcé. Des millions de prisonniers de guerre, de juifs, de Roms et de civils des pays occupés furent utilisés comme main-d'œuvre esclave dans des conditions inhumaines.
Speer affirma plus tard qu'il n'avait pas une connaissance complète des atrocités commises dans les camps de concentration et des mauvaises conditions dans lesquelles les travailleurs forcés étaient maintenus. Cependant, des documents historiques révèlent qu'il participa activement à la coordination de l'utilisation du travail forcé et qu'il était bien conscient de la brutalité impliquée. Il collabora directement avec Heinrich Himmler, le chef de la SS, pour garantir un flux constant de prisonniers vers l'industrie de l'armement. Beaucoup de ces travailleurs étaient soumis à des journées de travail épuisantes, à la malnutrition et à la violence, entraînant la mort de centaines de milliers de personnes. De plus, Speer supervisa la construction d'installations souterraines pour protéger la production militaire des bombardements alliés, tels que l'usine d'armement de Dorohmitelbo, où des milliers de prisonniers moururent dans des conditions déplorables. Voici la traduction en français, avec les chiffres et siècles écrits en toutes lettres. Même lorsque la guerre commença à se retourner contre l'Allemagne, Albert Speer continua de pousser la production d'armements, prolongeant ainsi le conflit, par conséquent, la souffrance de millions de personnes. Il mit en place un système de décentralisation de l'industrie de l'armement pour compliquer la destruction des usines par les bombardements alliés. Cette stratégie, bien qu'efficace pour maintenir la production militaire active plus longtemps, signifia que davantage de travailleurs forcés furent déplacés vers des endroits reculés et dangereux où ils furent soumis à des conditions encore pires. Malgré son efficacité administrative, Speer fit preuve d'une totale indifférence envers les vies humaines sacrifiées pour soutenir la machine de guerre nazie. À mesure que l'Allemagne subissait des défaites de plus en plus sévères, Speer commença à réaliser que la guerre était perdue. Cependant, Adolf Hitler ordonna que le pays adopte une politique de terre brûlée, détruisant usines, ponts, chemins de fer et autres infrastructures essentielles pour empêcher qu'elles ne tombent entre les mains des Alliés. Speer affirma plus tard qu'il s'était opposé à cette stratégie et qu'il avait délibérément saboté certaines de ses ordres pour minimiser la destruction du pays. Il visita personnellement plusieurs installations industrielles et convainquit certains généraux et administrateurs locaux de désobéir à Hitler, arguant que la reconstruction de l'Allemagne serait impossible si tout était détruit. Albert Speer était-il un véritablement repentant ou simplement le nazi le plus manipulateur de l'histoire? Laissez votre avis dans les commentaires. Cette posture créa une rupture entre Speer et les membres les plus fanatiques du régime, mais il continua d'exercer sa fonction jusqu'au dernier jour de la guerre. Lorsque Berlin était sur le point d'être prise par l'armée rouge, Hitler se réfugia dans le bunker de la chancellerie et nomma Karl Dönitz comme son successeur. Speer, cependant, ne suivit pas la direction nazie jusqu'à la fin. Il réalisa que sa seule chance de survivre était de se rendre aux forces occidentales afin d'éviter de tomber entre les mains des soviétiques, qui étaient connus pour leur politique de représailles brutales contre les leaders nazis capturés. En mai 1945, après la capitulation sans condition de l'Allemagne, Speer fut capturé par les Alliés et emmené pour un interrogatoire. Durant les premiers jours de sa détention, il commença à façonner le récit qu'il utiliserait lors du procès de Nuremberg, celui d'un technocrate apolitique qui ne faisait qu'exécuter des ordres et n'avait pas de participation directe dans les crimes de guerre les plus brutaux. Cette stratégie le distinguait des autres dirigeants nazis qui et tout faisaient preuve d'arrogance devant le tribunal. Au tribunal de Nuremberg, Speer adopta une posture distincte de celle des autres accusés nazis. Au lieu de tout nier, il admit sa culpabilité et exprima des remords pour son implication dans le régime. Ce comportement impressionna les juges et l'opinion publique, contribuant à ce qu'il évite la peine de mort. Cependant, sa responsabilité dans les crimes de guerre était indéniable et il fut condamné à 20 ans de prison. Il purgea sa peine dans son intégralité à la prison de Spandau, à Berlin-Ouest, où il écrivit ses mémoires, y compris à l'intérieur du Troisième Reich, l'un des récits les plus détaillés sur l'administration interne du régime nazi. Après sa libération en 1966, Speer passa le reste de sa vie à tenter de reformuler son image. Il évita les associations directes avec les néo-nazis et se positionna comme un architecte repenti. Cependant, de nombreux historiens soutiennent qu'il minimisa sa participation dans le régime et que ses excuses étaient stratégiques pour garantir sa survie. Albert Speer mourut le 1er septembre 1981, laissant un héritage controversé en tant que l'un des rares nazis à s'excuser publiquement, mais dont la véritable responsabilité reste débattue jusqu'à aujourd'hui. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Merci de votre attention. À très bientôt.